Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette deuxième et dernière conférence du crash de l'année. Alors je suis très heureux d'accueillir ce soir Lise Barnéou, qui est à ma gauche, qui est une journaliste scientifique et qui a écrit et publié un livre sorti cet été, au mois d'août, qui s'appelle « Immunisé », avec un point d'interrogation, un nouveau regard sur les vaccins. Ce livre, il est là, et quand je l'ai lu, et quand on a été un certain nombre à le lire, on a trouvé que ce livre, qui est dont Lise nous parlera, mais qui est une intervention dans le débat public sur la politique vaccinale en France, était d'abord extrêmement clair, informatif, pédagogique, mais que par ailleurs, il était le moyen de réengager une discussion sur les pratiques et les politiques vaccinales de MSF. Alors encore une fois, ce livre de Lise, il intervient clairement dans un moment où les débats autour de la vaccination en France prennent une tournure particulière, avec la perception d'une désaffection relative vis-à-vis de la vaccination, et puis une attitude que certains jugent autoritaire de la part des autorités publiques concernant l'obligation à la vaccination. Mais il est vrai aussi qu'en mettant comme ça en scène les controverses liées à la vaccination, la question du rôle de l'individu, la question du rôle des laboratoires, il y a moyen d'interroger, de regarder comment est-ce que MSF se situe dans ces discussions, dans le cadre de ces opérations. Voilà, donc on a trouvé intéressant de tenter de faire un exercice comme ça, de mise en écho de ce que Lise explore dans ce livre, donc Immunisé, et de nos positions, de nos opérations en matière de vaccination. Donc pour discuter de tout cela, on s'est dit que ce serait intéressant d'inviter autour de la table, donc Lise bien évidemment, et puis aussi quelqu'un qui est, lui, directement intervenant dans cette politique vaccinale, en tout cas qui au sein de l'épicentre, réfléchit à ces questions et qui est en mesure, du coup, d'interagir, d'interroger les conclusions de Lise Barnéou. Donc je suis très content à mes côtés aussi. Je viens d'accueillir Emmanuel Baron, qui est directeur général de l'épicentre et qui mènera avec moi la discussion autour de ce livre. Voilà, donc la discussion, elle s'organisera en 3 temps. On aura d'abord une petite discussion avec Lise, qu'elle nous présente son livre, au terme de laquelle discussion, Emmanuel tentera de rebondir sur certaines de ces questions pour voir en quoi est-ce que ce livre lui inspire certaines réflexions au regard de son expérience avec Médecins sans frontières. Et puis, comme traditionnellement, on ouvrira ensuite la séance aux questions de la salle. Alors, je suis très content aussi d'accueillir ce soir, coïncidence que je viens d'apprendre d'ailleurs, à la fois, donc ça c'était fait exprès, les participants du stage foot, donc nos cadres opérationnels d'une part, et puis un certain nombre de participants du stage de réponse aux épidémies qui viennent visiblement de discuter vaccination. Donc l'occasion a été trop belle pour être manquée. Je suis bien content qu'on l'ait saisi. Voilà. Peut-être ajouter un petit mot, Mickaël, en introduction, et dire qu'on essaye aussi, à Épicentre et au Crash, d'avoir des travaux, et cette année, en tout cas, on a essayé de lancer des questions et des réflexions en commun, et que finalement, on peut aussi situer cette conférence dans ce cadre, en essayant d'avoir, effectivement, et de présenter à MSF et de revenir vers MSF avec des questions qu'on a essayé de travailler ou de discuter. Voilà. Absolument, oui, tout à fait. Dernière chose, avant d'engager directement la discussion, qui prendrait fin autour de 8 heures ou un peu avant. Vous aurez l'occasion de discuter avec Emmanuel et avec Lise autour d'un verre
juste derrière, là, donc restez jusqu'au bout. Et pour ceux qui seraient intéressés, l'éditrice de ce livre, donc édition Premier Parallèle, est là, et elle a quelques exemplaires du livre si ça vous intéresse. Voilà, bah, écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'être venus, à Lise en particulier. Et bah, je vais lancer la discussion tout de suite en te demandant, Lise, peut-être ce qui a d'abord motivé ce livre, et puis la manière dont tu t'y es prise finalement pour enquêter à la fois, pour mener à la fois cette enquête scientifique, sociale, un peu familiale, et puis économique sur la vaccination. D'abord, un grand merci pour cette invitation, et je dois dire que je suis ravie de parler de mon livre, mais je serais surtout ravie d'entendre vos discussions et comment ce livre qui, je le souligne encore, mais est vraiment sur le contexte quand même français, mais soulève des questionnements qui de fait sont liés au vaccin en général, et moi je suis très intéressée en tant que journaliste, observatrice, de suivre ensuite vos questionnements, enfin, comment ce livre peut faire écho à vos pratiques au sein de MSF. Donc un grand merci. Alors pourquoi ce livre? Donc effectivement, je suis journaliste scientifique, et donc je traite beaucoup de questions de santé depuis plusieurs années. Et notamment de vaccination. Et c'est vrai que j'étais jamais très satisfaite de la manière dont je pouvais traiter de ces sujets jusqu'à présent. Et je me rendais bien compte que pour pouvoir parler des vaccins de manière aussi rigoureuse que je souhaitais le faire, il fallait à un moment vraiment mettre les mains dans le cambouis et passer un bon bout de temps à étudier dans le détail chaque vaccin. Et j'ai eu cette opportunité-là il y a 2 ans, parce que j'ai coordonné un hors-série sur les vaccins pour Science et Vie, le magazine pour qui je travaille assez fréquemment. Donc je suis journaliste scientifique, mais je suis en indépendante. Et donc un de mes employeurs avec lequel je collabore depuis le début, c'est donc Science et Vie. Et ce travail m'a vraiment permis de m'intéresser non plus à la vaccination comme on avait tendance à le faire nous autres journalistes, je pense, mais à la question vaccin par vaccin. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais jusqu'à présent eu un regard beaucoup trop simpliste sur cette question-là. Et puis bon, parallèlement, il y avait cette concertation citoyenne qui était lancée. Je savais qu'il allait y avoir des évolutions au niveau de la loi, et donc je me disais, bon, c'est vraiment le moment d'aller un peu en profondeur dans ce sujet-là. Et puis parallèlement, je dirais que j'ai aussi eu l'envie de ce livre avec ma propre expérience donc de mère. Qui plus est, habitante d'une région, donc j'habite un village dans la Drôme, assez connu pour des positionnements plutôt hostiles à la vaccination. Et je me retrouvais souvent dans des discussions qui me paraissaient difficiles à argumenter ou à contre-argumenter. Et de l'autre côté, quand j'allais moi-même voir des spécialistes ou les médecins pour faire des articles, je ne sais pas, pour H1N1 par exemple, au moment de la campagne, je me retrouvais aussi face à des arguments que je trouvais parfois effectivement aussi mal argumentés. C'est-à-dire que je me rendais compte que de nombreux spécialistes parlaient en voulant à chaque fois généraliser sur la vaccination, mais sans réellement rentrer dans le détail des publications qui concernaient ce vaccin-là. Et bref, je suis ressortie de ces deux mondes, je dirais le monde scientifique, médical, et le monde dans lequel je vis, donc dans la Drôme, avec cette impression qu'il y avait beaucoup trop de mythes, beaucoup trop de croyances dans ce sujet des vaccins. Et à un moment, je me suis dit que finalement, c'était un sujet médical, scientifique comme les autres. On devrait pouvoir analyser ça de manière très pragmatique
Et c'est un peu la mission que je me suis donnée d'abandonner cette idée de vaccination, mais d'étudier les vaccins comme des médicaments et de les prendre les uns après les autres. Non pas pour faire un récit, ce serait très pénible à lire, je pense, si le livre était vaccin numéro 1, vaccin numéro 2, mais disons de me servir de ce travail spécifique et pragmatique pour ensuite réinterroger d'autres aspects, d'autres valeurs à la fois éthiques, juridiques, économiques, liées au vaccin en général. Ça sera sans doute plus simple comme ça. Est-ce que tu peux revenir sur la méthode d'enquête, finalement? Comment est-ce que tu as procédé? Bon, encore une fois, je pense que le point de départ, ça a été ce hors-série pour Sciences et Vie, où j'ai à la fois coordonné des articles très historiques, et puis ensuite où on en est aujourd'hui, et puis quels sont les vaccins en devenir, et où moi je me suis aussi collée au ce qu'on a appelé le guide des vaccins, donc vaccin par vaccin. Et bon, ma procédure est la même que pour presque la plupart de mes articles, c'est-à-dire que je vais aux sources, je me procure les articles scientifiques qui ont été publiés, validés par les pairs. Très souvent, je vais aussi interroger chaque spécialiste pour chaque pathogène ou chaque vaccin. Et puis après, j'avais aussi ce désir-là d'être aussi vraiment au milieu des préoccupations des parents et de partir du principe que leur questionnement était légitime et que peut-être j'avais un peu plus de billes pour pouvoir tenter d'y répondre, d'une part parce que je peux accéder aux articles scientifiques, je suis peut-être un peu mieux armée pour les lire, et puis j'ai accès plus facilement aux experts de chaque question, on va dire. Donc voilà, ça a été ma démarche de journaliste scientifique d'un côté, et puis le côté plus immersion en tant que mère, enfin presque ethnologique en fait, dans un milieu où les questions sont très, très présentes. Alors tu décris une approche qui se veut très rationnelle, et puis une intervention dans un environnement où tu le disais aussi, les mythes et les croyances, si ce n'est dominent, du moins sont très présentes. Dans tous les camps, hein, dans ce débat autour de la vaccination. Alors qu'est-ce que tu peux dire de l'accueil de ce livre, de cette volonté d'amener finalement des arguments scientifiquement opposables, d'amener une discussion, encore une fois, argumentée qui, par la force des choses, s'oppose à ces croyances? Globalement, je dirais que l'accueil est très favorable, que ce soit du côté des parents ou aussi du corps médical. Bon, après, j'ai eu quelques frictions, on peut dire ça comme ça, avec certains chercheurs qui, effectivement, m'ont, tout au long de mon enquête, conseillé de ne pas en dire trop, de ne pas rentrer dans les controverses, et qui ont cette idée que pour eux, de parler d'une controverse, c'est finalement lui donner plus d'importance que ce qu'elle a, et puis c'est en fait participer à la défiance, alors que moi j'avais le positionnement vraiment inverse, de dire non, à mon avis, ce qui crée la défiance, c'est le manque d'informations sur les controverses, le fait que beaucoup d'experts préfèrent justement mettre ces controverses sous le tapis parce qu'ils ne les considèrent pas légitimes, ou parce que de fait les risques que ces controverses pointent sont si faibles que voilà, en termes de balance bénéfice-risque sur la population globale, on considère que c'est pas intéressant de rentrer dans le détail, mais je me suis quand même rendu compte que c'est plutôt l'inconnu qui génère une méfiance, en tout cas chez les parents avec qui je pouvais discuter de tous ces éléments-là, et que de mettre sur la table les éléments connus et inconnus d'une controverse avait plutôt comme effet de rassurer les parents.
donc je dirais que j'ai eu plusieurs conversations un peu tendues, voilà, sur ces chercheurs que je dirais des pastoriens de cœur, qui sont à mon avis aussi liés autrement par les vaccins que par les aspects scientifiques. Je discutais récemment avec un collègue qui me parlait d'évoquer non plus le conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais pour moi, dans ce mécanisme, il y a plus une histoire de conflit intellectuel ou conflit de loyauté, dans le sens où, pour beaucoup de ces chercheurs qui ont passé leur vie finalement sur ces questions-là, évoquer un aspect un petit peu moins reluisant de la vaccination, c'est un peu finalement donner un coup de poignard dans le dos de leur maître Pasteur, et c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas acceptable finalement. Mais à mon avis, on est passé sur un autre... on n'est plus dans le cas de figure d'il y a 100 ans, et là, je pense que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est beaucoup plus une transparence et d'aller au-delà du rite, du discours et du mythe autour de la vaccination, et de passer à des choses beaucoup plus concrètes. Voilà. Et après, je dirais, du côté... j'ai eu aussi des critiques fortes du côté des ligues anti-vaccinales, qui considèrent que j'ai écrit un livre... que j'ai été acheté par les industriels, et que je fais aussi le porte-parole du gouvernement. Donc bon, je me dis que vu que je suis un peu critiquée des deux côtés, c'est peut-être que j'ai trouvé la ligne de crête qui m'intéressait. Moi, j'ai une question pour Lise, et puis après, je vais essayer de faire écho avec 2 petits points sur cette question du rapport à l'individu et du choix. Il y a eu, en France, quand même, l'an dernier, 2016, oui, c'est ça, la grande conférence, je l'appelle grande parce qu'elle était appelée comme ça, je crois, la grande conférence citoyenne, concertation citoyenne à propos de la vaccination. Quand la décision elle a été prise par Marisol Touraine, moi, je me suis dit, finalement, devant cette espèce de bazar qu'il y a et tous ces points de vue, après tout, est-ce que c'est pas bien de mettre les choses à plat, de passer des mois? Et puis, c'est quelque chose qu'on fait pas si souvent que ça, quand même, en France. Hein. On a un certain nombre, quand même, de casseroles en termes de santé publique. Et là, il y avait la volonté de la ministre de mettre en place cette concertation, de la donner, bien entendu, à un grand professeur de santé, de médecine, c'est toujours comme ça que ça finit, mais en tout cas, d'y associer des citoyens. Ça a duré plusieurs mois. Il y a eu beaucoup d'experts, une quarantaine, je crois, ou de personnalités qualifiées entendues. Et puis, de ces conclusions ont été tirées, alors en partie ou pas, et vous allez nous le dire, la recommandation, ou plutôt maintenant devenue un projet, une loi, de la vaccination, de l'obligation de la vaccination en France. Qu'est-ce que quand même, est-ce qu'on ne peut pas quand même saluer cet effort de concertation? Est-ce qu'il était un peu, est-ce qu'il était réel? Est-ce qu'il était un peu orienté, guidé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si, moi je pense qu'on peut que saluer l'effort de cette concertation. Après, il y a eu des critiques sur sur la mise en œuvre de cette concertation, le fait qu'elle ait été associée à Santé publique France et pas à d'autres organismes a priori plus indépendants pour organiser ce genre de débat en santé publique. Mais là, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce qui m'apparaît surtout dommage, finalement, c'est qu'il y a eu des débats intéressants, il y a eu des discussions à la fois avec les comités de citoyens et les comités d'experts qui étaient vraiment stimulantes, intéressantes. Mais ce qui est triste, c'est que finalement, pour moi, le résumé de cette concertation, et plus précisément sur l'aspect de l'obligation, m'apparaît comme quelque chose de tout à fait vertical, c'est-à-dire le comité organisationnel, donc ils étaient 12-15 experts transdisciplinaires à mener en fait cette réflexion collective.
Et finalement, le résumé, j'ai presque l'impression que c'est le résumé de ces 15-16 personnes, sans tenir compte de tous les apports qu'il y avait eu par les comités de jury et les comités d'experts auditionnés. Et sur l'obligation, c'est flagrant, parce que alors le comité d'experts s'était prononcé en défaveur de l'extension de l'obligation. Donc j'ai plus les chiffres, mais c'était à majorité contre. Et le comité des citoyens n'avait pas réussi à trancher cette question, ils étaient vraiment à 50-50. Et quand on lit le résumé de cette concertation, on a l'impression que tout le cheminement aboutit à l'idée qu'il faut étendre les obligations à 11 vaccins. Et j'irai même plus loin, il y a eu une consultation faite par Internet, il y a eu plus de 10 000 contributions, qui n'ont malheureusement pas été analysées de manière qualitative, mais le seul travail qui a été fait de manière quantitative, c'est d'analyser les occurrences, les termes qui revenaient le plus souvent. Et les termes qui revenaient le plus souvent de manière associée, c'était obligation et non, la négativité. Donc je veux dire, il y avait, pour moi, si on était honnête en faisant la synthèse de cette concertation, le résumé aurait dû aller dans le sens d'une suggestion de la levée des obligations et non de l'extension. Et au final, on se rend compte que cette décision d'inscrire dans cette conclusion de la concertation citoyenne la suggestion d'étendre les obligations à 11 vaccins relève en fait uniquement de ces 12 personnes et j'irai même un peu plus loin de son président. De son président, ouais. Merci. Oui, parce qu'il y a aussi quand même dans la loi en France une autre loi, qui est la fameuse loi du 4 mars, comme on l'appelle, qui est la loi Kouchner de mars 2002, qui finalement, parmi les points notoires de cette loi, il y a la question du consentement, le consentement du patient aux actes qui vont lui être prodigués, et donc il doit y consentir. Alors, je ne sais pas comment cette loi, d'ailleurs, s'oppose à la question de l'obligation de vaccination. Je ne sais pas s'il y a un sujet là pour juristes ou pour praticiens de santé publique en France, mais en tout cas, cette question du consentement, elle fait écho aussi un peu chez nous. C'est un des deux points que je voulais soulever après votre réponse, c'est celle effectivement du consentement et puis de l'individualisation des soins. Celle du consentement, au fond, c'est aussi une question pour nous, parce que aujourd'hui, on peut s'interroger du consentement à la vaccination dans notre pratique. Je ne sais pas comment chacun d'entre nous considère aujourd'hui la liberté de choix des patients qu'on a en face de nous, et puis quand c'est des enfants vaccinés, pas des patients, enfin des gens qui viennent nous voir. Est-ce que le fait de venir est suffisant? Est-ce qu'on a le temps d'expliquer? Est-ce qu'on explique les effets indésirables, chacun des traitements, chacun des vaccins? Et comment est-ce qu'on aborde au fond cette question du consentement à MSF? En même temps, il faut être réaliste. C'est bien beau de dire qu'il faut éclairer toutes les décisions, mais puis on peut dire qu'on a le consentement oral des gens, et puis on a le consentement communautaire finalement. Et qu'est-ce que tout ça, ça vaut dans des environnements où culturellement il peut y avoir des différences à la fois entre une partie des équipes et une partie de la population, et puis même à travers les pays, on n'est pas censé avoir forcément exactement les mêmes pratiques. Donc moi, j'ai l'impression qu'on ne recueille pas en réalité, en pratique, ce consentement, mais je n'ai pas non plus de solution toute faite pour y répondre, parce que, évidemment, quand on est de surcroît en campagne de masse, mais même pas forcément en campagne de masse, quand on est à une consultation dans nos OPD, comme on dit, nos consultations, les gens viennent pour le coup en masse, et il n'est pas forcément toujours évident de prendre le temps d'expliquer, d'être sûr qu'on se fait comprendre. Parce que le consentement, c'est une chose, l'expliquer, c'est une chose, mais enfin, derrière, il va falloir être sûr que la personne à qui on a expliqué les tenants et les aboutissants d'un acte médical l'ait bien compris et puisse décider en son âme et conscience. Or, vous savez que beaucoup d'études montrent que dans les essais, dans des études épidémiologiques qu'on fait, quand on demande le consentement aux gens qui disent oui, quand on leur demande un peu après qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qu'on leur a dit, là, l'écart est massif. Moi, j'ai un souvenir, je vois Emmanuel dans la salle, j'ai un souvenir d'une petite enquête qu'elle avait faite il y a des années, quand on avait expliqué aux gens comment utiliser et diluer l'ORS, les gens nous disaient qu'ils avaient tout compris, et puis ils les avaient interrogés après, pour se rendre compte qu'en fait, non, on n'avait pas aussi bien expliqué qu'on le croyait. Donc il y a un vrai enjeu pour moi autour du consentement oral. Est-ce que c'est suffisant? Encore une fois, je pense que cette question, elle peut être traitée, abordée. Elle n'a sûrement pas de réponse toute faite. Elle n'a sûrement pas, en tout cas, de réponse universelle. Et puis,
Le deuxième point, c'est celui des soins individualisés. C'est vrai que sur les vaccins, et c'est bien dit d'ailleurs dans le livre, on cherche un peu à globaliser un peu le récit. Enfin, le livre ne cherche pas à le faire, au contraire, hein, mais à déconstruire ce récit un peu globalisé en disant finalement, les vaccins, ça marche tout le temps, ça marche partout, ça marche pour tout le monde, c'est vacciné, il faut le faire et chacun doit l'être. Mais bon, il y a des remarques. La première des remarques qu'on peut faire, c'est que la médecine, elle est... de plus en plus, elle va vers une individualisation des soins. Hein. C'est vrai au niveau thérapeutique, ça doit pouvoir être vrai aussi au niveau des vaccins. C'est peut-être encore une illusion concrète, c'est une illusion aujourd'hui, ça ne peut pas être concret, mais c'est incontestablement une évolution assez naturelle, à chacun son traitement, à chacun son vaccin. L'histoire va en ce sens. Et puis un vaccin, ce n'est pas non plus une arme comme ça, définie, qui sert à une seule des situations. Il y a plusieurs vaccins. Le vaccin pour prévenir la maladie. Il y a aussi des vaccins qui vont diminuer la sévérité d'une maladie. Il y a des vaccins aujourd'hui qu'on appelle des vaccins thérapeutiques. C'est vrai pour le cancer, c'est vrai pour ce qu'on cherche à avoir pour le cancer, pour le VIH, c'est-à-dire à relancer les défenses immunitaires de façon à contrôler l'évolution d'une maladie. Il y a aussi des vaccins post-exposition. Hein, la vaccination de Pasteur, la première, c'est une vaccination contre la rage post-exposition. Donc, c'est vraiment un point aussi, enfin, pour montrer que le vaccin, c'est pas univoque, c'est pas tout le temps juste prévenir l'apparition d'une maladie. Et puis, évidemment, il y a un troisième point qui est la diversité génétique des populations. Mais là, je pense que c'est encore quelque chose de beaucoup trop compliqué, à la fois, d'ailleurs, même en Europe et dans les pays occidentaux, mais sur nos terrains également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au lieu de pouvoir individualiser les choses? On va essayer d'optimiser finalement les situations et trouver les éléments de décision pour définir, au fond, les groupes cibles qu'on va vacciner. Alors, on va s'appuyer sur un certain nombre d'arguments pour le faire, sur un certain nombre de critères, d'éléments, mais ils ne sont pas tous très rationnels, puisqu'on parlait de rationnel tout à l'heure. Ça peut être des critères médicaux ou des critères aussi financiers. Je pense à la vaccination contre le papillomavirus, hein, ce virus qui est responsable de cancer du col de l'utérus, le HPV, comme on dit. Il est effectivement destiné aux gens, enfin on le prescrit et on vaccine aujourd'hui des jeunes filles, mais il faut quand même savoir que le papilloma est aussi véhiculé, transporté, transmis par les hommes. Hein. Donc on a choisi probablement pour des raisons de coût d'ailleurs, puisque c'est un vaccin qui aujourd'hui est extrêmement cher. On reviendra plus tard à la question des vaccins et au coût des vaccins, comment ça aussi façonne les politiques vaccinales, en dépit d'arguments épidémiologiques et médicaux évidents. Nous, on a vacciné, hein, MSF aux Philippines récemment avec ce vaccin, mais les arguments sont à la fois financiers et médicaux et pas forcément toujours très épidémiologiques. La question de l'accès aux soins peut être aussi un facteur qui peut nous amener à définir une population qui va avoir besoin de tel ou tel vaccin. Il y a un exemple connu, on en reviendra aussi tout à l'heure, c'est le rotavirus. Le rotavirus, c'est une diarrhée sévère. Aujourd'hui, en France, entre l'ORS, l'ORS, quand on connaît bien l'ORS, entre l'hydratation des enfants et puis les services hospitaliers qui sont présents, le maillage du territoire, il n'y a pas vraiment de souci de ce point de vue-là. C'est pour ça que le vaccin ne se présente pas comme quelque chose d'absolument impératif. Dans les pays où on travaille, là, évidemment, c'est tout autre chose et le vaccin rotavirus peut être un argument. Il y a aussi des arguments de temps en temps qui nous sont imposés, qui sont des arguments purement politiques. Alors, pas nous directement, peut-être nos équipes, mais regardez, un bon exemple, c'est le BCG. Le BCG en Amérique du Nord. Au Canada, on vaccine avec le BCG. Aux États-Unis, on ne vaccine pas avec le BCG. Bon, la différence est parfois un peu... il y a des différences dans ces deux pays, mais j'entends bien. Mais enfin, la décision, elle s'est quand même beaucoup plus appuyée sur de la politique que sur l'épidémiologie ou de la médecine. Et puis, parfois... les arguments pour utiliser ou définir un vaccin et définir un groupe cible sont un peu plus commerciaux, on va dire. Hein. Ça peut être aujourd'hui vaccin contre la dengue, un vaccin difficile d'emploi. Ça a été aussi le vaccin grippe à une époque, quand il était recommandé dans l'épidémie H1N1 2009-2010. On a su après coup, on pouvait le supposer, mais on a su de façon un peu plus formelle qu'il y avait certainement des intérêts plutôt mercantile qui avait présidé à certaines décisions. Alors, ce rationnel de ces décisions, en montrant que ce n'est pas toujours justement très logique, Lise le montre très bien dans son livre, à travers un exemple en France qui est assez intéressant, qui est celui des 3 vaccins obligatoires.
Parce qu'au fond, finalement, vous dites bien, les 3 vaccins obligatoires aujourd'hui en France, hein, jusqu'au 1er janvier, pour encore un mois, il n'y en a que 3. Ce ne sont pas finalement les vaccins, ce sont des vaccins qui ont certes leur efficacité, qui peuvent avoir leur raison d'être, je ne discute pas, mais enfin ils sont obligatoires sans que ça repose finalement sur des grosses décisions de santé publique, puisque ce n'est pas tous des maladies transmissibles comme le tétanos, ou parce qu'ils n'empêchent pas la circulation du bacille, tel que la diphtérie, ou même sur la polio. Oui, là, peut-être là-dessus, oui. En fait, la logique, c'est uniquement un héritage historique. Les 3 vaccins qui sont obligatoires en France, il n'y a aucune justification épidémiologique, aucune justification en termes de séquelles évitées. La seule justification, ce sont les premiers vaccins qui ont été généralisés en France à une époque où l'obligation était la pierre angulaire de bien d'autres politiques, d'ailleurs. Et ce que je souligne dans mon livre, moi, c'est quelque part l'incohérence entre le discours de nos autorités publiques qui met très souvent en avant le côté solidarité de la vaccination. On se vaccine pour soi-même, mais on se vaccine aussi pour protéger les autres, qui évidemment existe. Mais en l'occurrence, sur ces 3 vaccins, diphtérie, tétanos, polio, ce sont finalement les 3 vaccins les plus égoïstes du calendrier vaccinal. Le tétanos, bon, c'est évident, ça ne protège que la personne vaccinée, ce n'est pas une maladie contagieuse. Et pour la polio, le vaccin qu'on utilise, nous, en France, n'évite pas la transmission du pathogène, c'est-à-dire qu'on peut être vacciné et transmettre quand même le virus. Et sur la diphtérie, comme ça ne vise que la toxine et pas la bactérie elle-même, pareil, on peut être vacciné et porteur de la bactérie. Et donc, je me suis servi de cet exemple-là pour souligner encore une fois les incohérences d'un discours dès lors qu'on a ce discours globalisé et qui, à mon sens, du coup, génère génère de la défiance, parce que dès qu'il y a une faille dans le discours, on peut même se dire, bon, mais en fait, il cherche à nous avoir par la solidarité, mais finalement, c'est un abus de solidarité quelque part, parce que nos lois, elles, insistent sur des vaccins qui ne portent pas ces valeurs-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment d'ailleurs une des trouvailles. On n'avait pas réalisé forcément que ces 3 vaccins obligatoires étaient suffisamment ceux qui n'étaient pas forcément les plus altruistes, alors qu'on vante le côté altruiste de la vaccination. Et donc, nous, voilà, c'était mon deuxième point, c'est que nous, on a des groupes cibles à identifier, on a des injonctions politiques et des grands slogans, et on va voir un peu après, dans un point suivant, en quoi les grands slogans, parfois, peuvent être, pour nous, peuvent représenter certaines difficultés. Peut-être une question, Lise, du coup, sur en reprenant la logique présentée par Emmanuel des registres de justification de ce changement visant à l'obligation des vaccins en France, politique, économique, sanitaire. Quels sont ceux qui ont été le plus mis en avant ? Et revenir peut-être précisément sur les bénéfices attendus pour l'industrie pharmaceutique, puisque on entend facilement beaucoup que les grands gagnants de cette évolution législative sont les labos, et que comme souvent les labos sont présentés comme les grands méchants de l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Alors par rapport à la justification de passer de 3 à 11... Ah d'accord. Alors... Déjà, moi, je voudrais souligner qu'il n'y a pas de justification épidémiologique à cette loi. D'une part, si on regarde les couvertures vaccinales, elles sont toutes en augmentation ces dernières années. Alors, c'est vrai qu'il y a, en tout cas pour 3 vaccins, des couvertures qui sont en deçà de ce qui est recommandé, c'est-à-dire pour la rougeole, le méningocoque C et l'hépatite B. On est donc en deçà de ce qui est recommandé, mais par contre, il n'y a pas de diminution de couverture vaccinale ces dernières années. Donc il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'urgence en vérité qui anime cette décision. Pour moi, la justification principale de cette loi, c'est une justification d'ordre juridique. C'est-à-dire qu'il y avait eu un avis le Conseil d'État avait été condamné en début d'année
parce qu'on ne trouve plus les 3 vaccins obligatoires dans leur forme juste 3, avec 3 valences. Et donc ils avaient comme obligation de répondre à cette demande qui avait été formulée par diverses patients, organisations, de pouvoir disposer uniquement d'un vaccin avec ces 3 valences-là. Et donc on voit quelque part aussi la limite, je veux dire, de l'influence d'un État à changer les formulations des industriels. Donc je pense que sur ce côté-là, ils se sont rendus compte que ce serait beaucoup plus difficile finalement de répondre à cette demande-là industrielle que de prendre l'option soit de lever toutes les obligations, soit de les étendre. Et sur ces 2 options-là, voilà, la décision a été prise de les étendre. Effectivement, on a beaucoup entendu dire que c'était une décision qui faisait suite à un lobby des industriels pour augmenter les bénéfices des industriels concernés par ces 11 vaccins. Et c'est vrai que moi, j'ai pris le temps de regarder, en fait, j'ai pris les trois valences donc, qui vont être augmentées a priori mécaniquement par cette loi, en me disant que tout ce qui est en deçà de 90% devrait arriver peu ou prou vers 92% si c'est obligatoire avec d'ici un an, on va dire. Et après, j'ai pris le prix de chacun de ces vaccins et j'ai donc estimé combien ça allait rapporter par industriel en fonction de leurs chiffres vaccins d'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que ça allait pas augmenter de plus de 0,5% le chiffre d'affaires vaccin de ces industriels. Donc je dirais, pour moi, l'argument de dire, là, on a juste graissé la patte aux industriels en passant de 3 à 11, je n'ai pas vraiment les arguments économiques qui permettent d'aller dans ce sens-là. Peut-être, parce que je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai quelque part que aujourd'hui, on a l'impression que les vaccins vont contre le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont été développés à une époque où on ne parlait pas du consentement éclairé, de la liberté des patients. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans nos pays. Donc ça, c'est un premier point qui fait que, en tout cas, les campagnes généralisées et les obligations vaccinales vont quelque part un peu à contresens. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que l'évolution de la médecine va vers une médecine de plus en plus personnalisée. Et là aussi, les vaccins, quelque part, vont aussi à contre-courant de cette évolution de la médecine. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment où je pense que les vaccins interrogent, parce qu'ils répondaient à une vision, à la fois à un rapport patient-médecin et à une vision de la médecine qui n'est plus exactement celle que l'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a quand même aussi des influences politiques, parce que c'est une décision politique au final qui a été prise. Vous avez parlé d'arguments juridiques, c'est ça, mais... Oui, alors politiquement, je pense effectivement que ce qui a animé probablement la ministre, c'est la crainte de se voir reprocher des décès évitables par les maladies qui sont visées par ces vaccinations. Et c'est évident qu'on aurait très bien pu avoir un autre épisode, épidémie de rougeole, comme on a eu en France entre 2008 et 2011, où on avait une douzaine de décès et 1500 séquelles neurologiques irréversibles. Et ça, je pense que politiquement, c'est peut-être plus lourd à porter que de prendre cette décision de contrainte par l'obligation. Après, je crois que les juristes se sont quand même vraiment penchés sur cette question. Est-ce que ça va en opposition avec la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé des patients? Et la réponse est non. Alors, je n'ai pas le détail de comment ils sont arrivés à cette réponse, mais en fait, force est de constater qu'on n'oblige pas les parents à vacciner. Par contre, les enfants qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas accéder aux collectivités. Donc, c'est peut-être là l'astuce des juristes.
Oui, parce que c'est ça, hein, en fait. Il faut pour accéder à une collectivité, que ce soit un mode de garde avant l'école ou à l'école, il faudra pouvoir justifier d'avoir été vacciné ou alors d'avoir eu des contre-indications. Voilà. Par contre, il n'y a plus de poursuites pénales et d'amendes dans la nouvelle loi. On parle de la ministre et d'une décision politique, mais enfin, ça a quand même été voté par des députés et récemment. Donc c'est aussi, après de longues heures de débat, mais effectivement. Il y avait quand même aussi d'autres moyens de s'opposer. Non, c'est vrai que la question de la politisation et des slogans, elle en est une pour nous. Moi, il y a deux exemples qui me viennent en tête, qui nous sont un peu surimposés et qu'on doit quand même adresser, comme on dit en bon français. Bon, le premier, c'est tout ce qui a été objectif du millénaire, et puis aujourd'hui, les objectifs de développement durable. La vaccination n'est pas stipulée en tant que telle, même s'il y a une part quand même sur la recherche et le développement de nouveaux vaccins quand même, mais sur l'activité de vaccination, c'est à travers évidemment la santé pour tous. Vous savez, ça fait partie de ces 17 objectifs de développement durable. Donc il faut, l'objectif étant que tout le monde soit en bonne santé, exempt de maladie, etc. Je vois Ronnie qui apprécie ce genre de slogan. En tout cas, clairement, la vaccination s'inscrit là-dedans. Et donc on a toujours ça. Nous, on s'en prévaut assez peu, voire pas même dans nos activités de tous les jours, mais enfin, c'est autour de nous. Un autre slogan un peu politisé qui a été autour de nous, qui l'est toujours et qu'on voit encore tous les jours sur le terrain où on travaille, c'est la fameuse éradication. Alors l'éradication, je pense un peu plus à la polio, même si aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été abordé lors d'un précédent conseil d'administration, l'éradication du VIH aussi fait partie, l'éradication de la rougeole est toujours à ma connaissance à l'ordre du jour. Je sais pas si, je crois pas que c'était abandonné en tout cas. De là à dire que c'est réaliste, c'est une autre question, mais en tout cas l'éradication de la polio est un sujet sur lequel on s'est interrogé, on a pu travailler un peu la question, notamment sous la houlette de Claire Magone qui est dans la salle. Là encore, je crois que l'objectif, en tout cas de ce qu'on disait à l'époque avec Claire, c'était de dire que l'effort est louable. Je veux dire, incontestablement, le nombre de cas de polio aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et tant mieux d'ailleurs. Mais qu'il y a quelques aspects qui nous ont paru un petit peu curieux, tout ce qui était les efforts démesurés jusqu'à en être sacrificiels pour le personnel de santé. Puis là, on a une légitimité à en parler, parce que nous aussi, on a du personnel de santé exposé, mais d'aller exposer du personnel de santé et de faire de ces infirmiers qui se sont fait assassiner pour vacciner contre la polio des héros et même des martyrs, nous paraissait pas une bonne attitude. Alors, il y a eu des oppositions très fortes, évidemment, à cette notion d'éradication dans certains pays, bien entendu. C'était pas étonnant, parce que l'une des questions, au-delà des arguments un peu curieux qui ont pu être avancés, d'espionnage, etc., à travers ces campagnes-là, il y avait quand même des arguments aussi pour les populations de priorité. Et c'est vrai qu'on peut bien comprendre qu'au Pakistan aujourd'hui, quelle peut être la priorité pour une famille. Est-ce que c'est le fait que les enfants soient vaccinés contre la polio, ou est-ce que c'est être au contraire protégé des diarrhées, des pneumopathies, tout ce qui au quotidien tue beaucoup plus que la polio et ce qui est visible aujourd'hui. Dans le livre, pour ce qui est des priorités, dans le livre par exemple, Lise prend un bon exemple. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour les petits-enfants parisiens, d'être protégés de la polio ou de la pollution? Qu'est-ce qui aujourd'hui est la vraie menace concrète? Donc on voit quand même que ces questions des priorités, elles ne sont pas aussi automatiques que ça, et à en faire des questions automatiques, ce n'est pas forcément le bon prisme. Et nous, on peut effectivement s'interroger là-dessus et essayer de décortiquer, comme on vient de le faire en discutant sur l'obligation vaccinale en France, ou en décortiquant des questions telles que ces grands slogans politisés. Je crois qu'on a un devoir de s'interroger et de ne pas forcément réagir de façon brutale et encaisser de façon brutale tous les grands slogans et de se mettre derrière. Je sais que ça a été discuté récemment pour le VIH, mais ça peut l'être encore pour bien d'autres sujets. Un peu de nuance, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, ce côté, la question de l'éradication, je trouve qu'elle soulève la question en fait de la continuité intergénérationnelle d'une politique de vaccination, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment mesuré, mais à quel point finalement des décisions qui ont été prises avant nous nous condamnent entre guillemets
à faire des choix qui n'auraient peut-être pas été ceux qu'on aurait fait si les choix de nos aïeux avaient été différents. Et je dirais que pour la variole, on se pose plus la question. Évidemment, tout le monde est content non seulement de ne plus risquer de rencontrer le pathogène, mais aussi de ne pas avoir à faire cette vaccination qui était un vaccin plutôt réactogène de ce que j'ai pu en lire. Et la polio, je vois bien qu'aujourd'hui, effectivement, ça cristallise énormément de questions. Si on fait le bilan, si on reste rationnel, et on se rend compte qu'aujourd'hui, le vaccin génère plus d'effets secondaires. Alors pas le vaccin qu'on utilise chez nous, mais le vaccin oral, que de risques, que de cas de polio liés au virus sauvage, ça c'est vrai. Mais alors après, quelle valeur on donne à un futur sans virus de polio, et donc aussi sans avoir à continuer ces campagnes de vaccination. Je trouve que c'est des questions extrêmement complexes et elles se posent aujourd'hui avec la rougeole. Est-ce que l'objectif d'éradication se tient, et s'il se tient vraiment, est-ce qu'on s'engage dans cet objectif-là parce que c'est ce qui permet de lever des fonds et parce que c'est ce qui est aussi souvent mis en avant pour l'éradication de la polio. On m'explique que finalement l'objectif de l'éradication a permis un tel enthousiasme et une telle levée de fonds qu'on n'aurait jamais pu mettre en place un système de campagne de vaccination de routine sans cet objectif-là mis en avant. Alors, est-ce que l'objectif annoncé de la prochaine maladie à prévention vaccinale à visée d'éradication, c'est la rougeole, est-ce que c'est uniquement un levier financier, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures? J'ai l'impression que ces débats ne sont pas suffisamment menés, que ce soit au sein de l'OMS ou au sein d'organisations comme peut-être UNICEF ou MSF. Peut-être un tout petit interlude là pour rebondir sur la question du consentement abordée par Emmanuel, et puis la question pour MSF. En bénéficiant, en tout cas dans la salle, de personnes issues du département médical de MSF, de tenter de voir un peu quel type de réponse on apporte institutionnellement à cette question du consentement des patients dans le cadre à la fois de nos activités de vaccination de routine, qui sont importantes, et puis celle des vaccinations de masse, rougeole et autres. Alors je me demandais si dans la salle, certains avaient envie d'intervenir. Oui, Claire Mills. Tu peux parler en anglais puisque nous avons... Ah, doucement alors peut-être. Okay. Sinon on fera la traduction. Donc je ferai la traduction. Allez. Just a couple of comments. Because I'm not French. And I think the French context is a bit specific. Je ne suis pas française et je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui se passe en France, mais il y a des débats similaires dans d'autres pays. Maintenant, est-ce que la vaccination obligatoire fonctionne vraiment? Dans mon pays, ce n'est pas obligatoire, même s'il y a des obligations pour la scolarisation des enfants, mais la punition n'est pas très sévère si vous n'êtes pas vacciné. Mais nous avons une institution qui fonctionne très bien et qui a des vaccins pas chers. On a un accès gratuit aux soins primaires, et tous les districts de Nouvelle-Zélande
pour tous les antigènes ont une couverture de 90 à 95%, alors qu'il y a 10 ans, c'était 60% dans la région d'où je viens en Nouvelle-Zélande. 15 ans, disons, il y a 15 ans. Au sein d'MSF, nous travaillons dans des contextes où les enfants en bénéficieraient davantage que les enfants français ou néo-zélandais. Et la raison pour laquelle je me suis beaucoup plus intéressée à la vaccination, c'est parce que je travaille pour MSF. Lorsque j'étais docteur en pratique en Nouvelle-Zélande, la vaccination, c'était pas très intéressant. C'est plus un problème en Nouvelle-Zélande. Mais lorsque vous voyez des enfants mourir de la rougeole, ça vous change de point de vue. C'est une expérience personnelle qui fait toute la différence. Si vous avez vu des personnes atteintes de la polio, la dernière fois que j'ai vu une personne atteinte de la polio en Nouvelle-Zélande, c'était lorsque j'étais étudiante en médecine et que cette personne était hospitalisée. C'est très impressionnant. Donc, effectivement, les vaccins ne sont pas forcément les clés de tous les succès. Je ne pense pas néanmoins que ces vaccins devraient être obligatoires, ni dans nos pays, ni chez MSF. Et néanmoins, les populations près desquelles nous travaillons ont vu beaucoup d'enfants mourir de ces maladies et sont demandeuses de vaccination. Donc effectivement, il faudrait mieux communiquer sur la vaccination. Et on pourrait certainement s'améliorer du côté du consentement éclairé, mais je ne pense pas que MSF devrait préconiser l'obligation de la vaccination. Mais peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Oui, moi je suis Pauline Le Chevalier, je travaille au département médical sur les questions de vaccination. Je voudrais ajouter une chose, c'est que les objectifs que tu as rappelés, Emmanuel, sont des objectifs beaucoup plus de l'OMS essentiellement, et que mais que les objectifs, la politique de vaccination à MSF n'a pas exactement ces objectifs. Nous, on est beaucoup plus sur l'extension de la tranche d'âge de vaccination au-delà d'un an, l'intégration des activités de vaccination dans nos activités pédiatriques et bien sûr toujours la réponse aux épidémies, l'accès aussi aux vaccins sous-utilisés qui nous paraissent intéressants. Donc on n'est pas du tout sur un alignement à ces politiques de l'OMS, même si parfois on les subit, on peut dire ça dans certains pays, je pense. Oui, je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est pas que le choix de MSF, il n'a pas été de suivre aveuglément, et c'était justement voir comment on peut se démarquer. C'était le point que je voulais dire, qu'on peut se démarquer des grands slogans. Mais tu as raison que de temps en temps, ils nous reviennent par la bande, entre guillemets, à travers les ministères qui peuvent obliger à certaines pratiques sur lesquelles on est peut-être moins, qu'on aurait spontanément moins mis en œuvre. Oui, moi j'aime beaucoup le débat, la controverse, mais en ce qui concerne la capacité de choix, la vaccination s'adressant à des nourrissons, ils ne sont pas en capacité de choix. Oui, Maurice, c'est pareil sur les interventions chirurgicales, c'est pareil sur beaucoup d'actes médicaux. Il n'y a pas une spécificité de la vaccination. On sait comment ça se passe. A priori, en tout cas, dans beaucoup d'endroits, c'est effectivement les parents qui prennent cette décision. Là, on parle de décision de masse. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait qui décident. Et je n'ai aucune confiance dans les parents. Lise, je ne sais pas si tu veux soit réagir à cette intervention. Je voulais déjà réagir à la première intervention et je partage tout à fait ce point de vue et je pense que quand on regarde ces dernières années l'augmentation des couvertures vaccinales en France, on aurait très bien pu parvenir avec quand même une grosse amélioration dans l'information et dans la communication, mais je pense qu'on aurait tout à fait pu parvenir à des couvertures d'ordre de 90% d'ici 5-10 ans en France. Alors, c'est vrai que ce qui est souvent mis en avant par les autorités de santé publique en France, c'est le niveau de défiance qui existerait parmi les Français, et on se réfère pour cela à une étude internationale qui a été publiée il y a un an,
menée sur une 60aine de pays, qui consistait à poser des questions très globales, encore une fois, sur la vaccination. Et l'une de ces questions était, globalement, pensez-vous que les vaccins soient sûrs ? Et 40% des Français ont répondu non ou plutôt non. Et ça nous plaçait en tête des pays les plus méfiants quant à la sécurité des vaccins. Mais pour moi, d'abord, la question était si globale qu'on ne peut pas considérer que 40% des Français s'opposent au vaccin. Ça, c'est un raccourci qui est faux. Et puis, en vérité, c'est surtout la preuve que certains vaccins soulèvent des questions. Et en France, on a quand même eu plusieurs scandales, notamment, je pense, à la campagne de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90, qui a été très mal menée et très mal gérée aussi à la fin, et donc qui a laissé quand même un gros traumatisme. Et je pense aussi à la campagne de vaccination contre H1N1 en 2009, qui, pareil, a dégénéré en fiasco en France. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il ne me paraît pas complètement fou que certains d'entre nous, à cette question, en pensant à ces vaccins spécifiquement, ont pu répondre non, peut-être pas tous les vaccins, non. Et donc, je pense qu'il y a eu soit une erreur d'interprétation dans les études sociologiques qui, à mon sens, sont trop globales et n'ont pas encore compris qu'on ne pouvait pas parler de la vaccination en général, mais qu'on devrait parler des vaccins, vaccin par vaccin. Soit ça relève peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, d'un manque de courage politique, de craindre le retour de bâton à cause d'épidémies comme celle qu'on a pu vivre en France entre 2008 et 2011. Et c'est vrai que c'était quand même une épidémie assez impressionnante par rapport à des pays voisins similaires aux nôtres. Et puis ensuite, sur la deuxième intervention, c'est sûr que non, les nourrissons n'auront jamais de consentement éclairé, mais je fais partie je pense que oui, il peut y avoir une forme d'intelligence collective de la part des parents. Alors, je parle pour le contexte français, je ne parle pas pour les campagnes de vaccination de masse qu'on peut mener, par exemple pour la polio, quand on fait du porte-à-porte, etc. Mais je pense qu'en réalité, on aura des résultats beaucoup plus durables et forts dès lors qu'on aura permis aux parents de comprendre l'intérêt et les limites des vaccins, et que la contrainte, à mon sens, n'a jamais permis de restaurer une confiance. Et je crains, parce que l'idée, c'est d'attendre, en fait. Alors, elle n'a pas dit la durée, mais d'après ce que j'ai pu en comprendre, dans 5-10 ans, l'idée, c'est de lever toutes les obligations. Elle a affiché ça. Donc, elle espère, en fait, que la contrainte, pendant ce laps de temps, permet de restaurer une confiance. Et là, je demande à voir. En tout cas, si ce n'est pas accompagné d'un véritable effort d'information, je ne vois pas comment c'est possible. Maurice, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, dans le même temps, elle a levé les condamnations possibles en cas de non-vaccination. Donc c'est une vraie avancée. Oui. Par ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Emmanuel, quand on sait la difficulté de compréhension à l'égard de simplement l'utilisation des sels de réhydratation orale, on peut aussi se poser des questions quant au consentement éclairé d'une manière générale, en sachant bien que la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément compris pour des tas de raisons, mais la malcomprenance, ça fait aussi partie de la règle commune. Et à ce titre, il est parfois nécessaire que des décisions soient prises en fonction des recommandations des groupes d'experts qui laissent penser largement que le bénéfice à l'égard du risque est nettement en faveur du bénéfice concernant les vaccinations. Je sais que c'est un truc de vieux pasteurien, de vieux con, mais pour autant, c'est pas un truc de je me partage cet avis qui n'est pas le vôtre, avec moi-même, comme dit Ronnie. Mais je dirais que nos postures ne sont pas opposées. Je ne prétends pas que tous les parents
doivent comprendre dans les détails les avantages et les inconvénients de chaque vaccin. Et j'ai passé tellement de temps à essayer de le faire moi-même, et j'ai l'impression de ne pas y être arrivé complètement, que je comprends bien que ce n'est pas possible. Par contre, je prétends qu'en faisant l'effort d'une communication et d'une information transparente, et en considérant toutes les questions comme légitimes, et en arrêtant de mettre sous le tapis les aspects un peu moins reluisants de la vaccination, je pense qu'on accède en fait on autorise la confiance des Français, des parents, envers leurs médecins ou envers les autorités de santé publique. Et une fois que cette confiance est restaurée, effectivement, si notre médecin nous recommande ces 11 vaccins, on va pas, les parents ne vont pas partir sur des idées de complotisme ou d'effets obscurs cachés. Je pense que plus on joue le jeu de la transparence, plus on est capable de suivre des recommandations sans pour autant en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Peut-être un point là-dessus avant de passer la parole à Emmanuel, mais le fait est que sur les stratégies de lutte contre la polio, ou même en France, sur les campagnes Bachelot contre la grippe en 2010, sur ces deux stratégies-là, on peut que remarquer les controverses légitimes auxquelles elles ont donné lieu, à la fois sur la polio pour les raisons que Emmanuel indiquait, entre autres, et que Claire pointait du doigt aussi dans un nombre de ces papiers liés, par exemple, mais pas uniquement, à la sécurité du personnel, et aussi à la détérioration de la confiance des personnes, en particulier, pour le vaccin en particulier, mais finalement vis-à-vis du personnel de santé en général, vis-à-vis de campagnes dont elles étaient finalement l'objet de manière extrêmement répétée, ou alors sur le cas de la grippe avec des conflits d'intérêts patents avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, faire de la confiance envers les autorités de santé publique l'absolu à adopter du point de vue de l'utilisateur et donc du parent paraît être un peu à questionner de toute façon. Et donc, voilà, c'était pour poursuivre la discussion plus tard. Peut-être une réaction, après je passerai du coup le micro à Emmanuel. Jessica Cros, je suis médecin à Saint-Antoine. Du coup, je travaille aussi avec la consultation de dépistage pour le VIH et du coup les IST. Et c'est vrai que du coup, ça accueille pas mal de jeunes adultes. Les trois quarts, ils savent pas du coup s'ils sont vaccinés pour l'hépatite B ou non. Et c'est vrai que, du coup, on se dit que au lycée, il y a des sensibilisations sur le VIH, mais on peut aussi imaginer des sensibilisations sur la vaccination. Et du coup, il n'y a pas que les parents, il y a aussi peut-être les jeunes adultes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui peuvent décider du coup. Il y avait un point aussi qui me semblait intéressant d'aborder ce soir, c'est le coût des vaccins et notamment des nouveaux vaccins. Ça, c'est bien expliqué, puis c'est quelque chose qui est bien compris, connu et je crois discuté dans le débat public. Les nouveaux vaccins sont plus chers que les vaccins développés il y a plus longtemps. Certains représentent d'abord le marché du vaccin est en expansion. C'est pas un marché aussi négligeable que ça pour les industries pharmaceutiques. Le vaccin contre le pneumocoque, le Prevnar par exemple, pour un labo comme Pfizer représente quand même un certain pourcentage. C'est un peu une poule aux œufs d'or. Ils en ont d'autres, mais il y a celle-là en tout cas. Et donc pour nous et puis pour les populations qui sont dans les pays dans lesquels on travaille, la question de l'accès à ces vaccins est posée. Alors de ce point de vue-là, finalement, MSF a répondu, ou continue de répondre, de deux façons parallèles. Une première qui est la façon, j'allais dire, un peu activiste, et une deuxième qui est peut-être pour appeler plus médicale. La façon activiste, je pense notamment, c'est celle qui a été développée au cours de la Fair Shot Campaign, qui a été portée par la campagne d'accès aux médicaments essentiels, et puis par MSF, particulièrement à Paris, relayée à Paris, qui consistait finalement à, vous l'avez vu, à
interpellé publiquement un laboratoire, Pfizer, pour le prix justement de son vaccin. On demandait à Pfizer de baisser le coût et puis de pouvoir permettre aux équipes d'MSF et à d'autres de pouvoir prescrire et utiliser ce vaccin. Bon, il y a un processus en parallèle qui s'était engagé sous l'égide de l'OMS depuis de nombreuses années, qui a abouti aujourd'hui dans les urgences, et seulement dans les urgences, le vaccin sera à un prix effectivement, j'allais dire, beaucoup plus abordable. Alors, il faudra sans doute, et j'imagine que ce sera fait, évaluer un peu toute cette campagne qui a beaucoup mobilisé, quel effet elle a produit, quel résultat elle a donné. Ça, je laisserai aux gens, je pense que ce sera intéressant de le faire. Mais c'est vrai qu'on sera là avec, on est là avec l'idée finalement d'avoir des vaccins développés par les big pharma pour le Nord, et on voudra essayer de les adapter en baissant le prix ou peut-être en discutant un peu leurs spécifications, les adapter dans les pays dans lesquels on travaille. Il y a un autre paradigme qui est en fait possible d'avoir et que MSF a eu également en parallèle, qui est celui d'agir assez en amont sur le développement même du vaccin et de faire en sorte que ce vaccin soit développé pour les endroits dans lesquels on travaille. Et là, l'exemple le plus récent, c'est l'exemple sur le développement du vaccin contre le rotavirus, cette cause de diarrhée et de mortalité importante dans les pays dans lesquels on est, où on a vu le développement d'un vaccin arriver. Le développement n'est pas encore complètement terminé, donc là encore l'évaluation ne peut pas en être totalement faite, mais MSF a influencé à la fois la contenu du vaccin et puis a influencé aussi certaines spécificités du vaccin, notamment le fait que ce soit un vaccin thermostable et à un coût évidemment extrêmement bas. Donc là, ce qui a été intéressant, c'est de travailler dans une optique un peu différente, dans un paradigme un peu différent, de finalement demander aux industriels de s'adapter aux besoins et non pas de demander aux besoins de s'adapter aux prescriptions des industriels. Par ailleurs, le partenariat avec un producteur de vaccins du Sud, avec des études faites dans le Sud, était aussi quelque chose d'assez différent. Voilà, donc là, je pense qu'il y a deux façons d'aborder les choses. Elles sont certainement parallèles et certainement complémentaires. Mais maintenant, reste à voir comment se positionner par rapport à l'ensemble des autres vaccins qui sont à développer pour certains, parce qu'ils ne le sont pas ou ne le sont plus pour des raisons de non-rentabilité. Et puis, les nouveaux vaccins qui vont être amenés à se développer. On le voit bien avec le vaccin contre le papillomavirus, où là, effectivement, le coût est assez prohibitif. Donc sur cette question du développement des nouveaux vaccins, pour moi, il y a une vraie question. Et la question que je voulais vous poser au fond, c'est, Lise, comment est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, c'est une question difficile, que les gouvernements sont capables et sont dans la volonté de se défendre par rapport à des prix qui, eux aussi, leur posent, pour certains médicaments aujourd'hui déjà, et puis leur poseront, je pense à celui contre l'hépatite C, médicament qu'on connaît ici dans cette maison, mais pour certains vaccins aussi qui seront devenus hors de prix. Parce que les vaccins, il faut le dire un peu peut-être, les vaccins obligatoires seront en fait remboursés à 65% par l'assurance maladie et le reste par les complémentaires. Voilà, ce sera transparent pour les... Ça ne changera pas, ni le prix, ni le calendrier ne change. Alors sur la question économique, en France, quand un nouveau vaccin arrive sur le marché, il y a d'abord tout le processus pour valider ou non une recommandation généralisée. Et puis ensuite, ça arrive entre les mains du comité économique des produits de santé. Et c'est là que la négociation des prix se réalise. De ce que j'ai compris, en fait, l'industriel arrive avec un prix qui est en fait ce qu'ils appellent le willingness to pay, c'est-à-dire ils estiment à combien les Français sont prêts à payer pour ces vaccins-là. Et puis ensuite, la négociation se fait en fonction des coûts, du rapport coût-efficacité. Je sais, pour revenir à ce vaccin contre le rotavirus, qui a été un temps... proposé en tout cas à la recommandation en France. Et puis avant de l'inscrire au calendrier, la question était entre les mains donc, de ces évaluateurs économiques qui eux expliquaient que non, au prix du vaccin, ce vaccin n'était pas coût-efficace en France. Alors les industriels mettaient en avant le fait que ça diminuait le nombre d'hospitalisations en France et que c'était une économie substantielle.
Et puis en fait, à cela pouvait être aussi argumenté le fait que les hospitalisations pouvaient aussi être évitées par d'autres moyens, et notamment celui de réhydratation, et que voilà, le prix était bien trop élevé au regard des coûts évités. Et là, j'avais été surprise, donc je vous retourne une question peut-être. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont indiqué qu'il y avait un côté... donc ce vaccin qui en réalité n'est pas, comme on l'a souligné, en France, n'évite pas des séquelles graves. Hein. J'ai cru comprendre que c'était dans une vingtaine de pays où on s'est rendu compte que ce vaccin avait réellement une utilité en termes de santé publique. Mais néanmoins, il est proposé dans énormément de pays riches et il est déjà recommandé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, je crois. Enfin, et on m'a avancé l'hypothèse que cette mise sur le marché d'un vaccin qui n'est pas tellement, je veux dire, coût efficace et intéressant en termes de santé publique dans un pays comme le nôtre, si ça ne permettait pas quelque part de proposer ensuite un prix différencié dans les pays qui en ont le plus besoin, en assurant en fait à son producteur un marché rentable, et qu'une fois ce marché rentable acquis, il s'autorise en fait à baisser les prix pour répondre au marché d'UNICEF ou de MSF. On m'a présenté cette idée comme une espèce de une solidarité internationale finalement. Très bien, on utilise ce produit sur un marché sur lequel on n'en a pas tellement l'utilité, mais ça permet de l'autre côté de faire baisser les prix. Alors j'ai pas la preuve de... D'abord, il faut qu'on le montre, ça, il faut que ce soit montré, et ce qu'on a vu en tout cas, hein, c'est que on nous a fait, entre guillemets, on nous a fait le coup sur les médicaments. On nous a dit pendant des années que les brevets, notamment, et la protection des médicaments allaient permettre à l'industrie pharmaceutique de pouvoir presque travailler à perte, j'allais dire, avec la rente au nord, les pouvoir travailler à perte pour avoir des médicaments développés vers le sud, pour les pays du sud. On a montré, enfin ça a été montré, d'ailleurs MSF a aussi contribué à le faire, que ça n'est pas vrai. Le nombre d'innovations était extrêmement faible dans les... Je crois qu'on était à 4 innovations, 4 médicaments nouveaux en 30 ans. Enfin, je ne me souviens plus les chiffres, mais c'est cet ordre de grandeur en tout cas. Donc en tout cas, ça a été effectivement... montrer qu'il n'y avait pas de relation protégée pour pouvoir développer ensuite au sud, non. Ensuite, cette solidarité, j'allais dire, elle est quand même un peu curieuse. C'est-à-dire qu'il faudrait vacciner contre quelque chose qui ne sert pas à grand-chose au nord pour que le jackpot fasse que le même puisse venir au sud. Ça me paraît un peu tordu, et sous d'autant, et ça c'est l'un des problèmes aussi, c'est que ces vaccins qui sont développés pour être utilisés dans les pays du Nord, ils sont développés avec des spécificités, des conditions d'utilisation qui ne sont pas celles de nos pays, et c'est tout le problème. On parlait de chaîne de froid tout à l'heure, nombre d'injections, intégration dans un calendrier vaccinal, volume aussi. Le Rotarix et Rotatec, je crois que c'est le Rotarix notamment, prend un volume un volume dans le transport et dans le stockage de ces vaccins qui est effectivement compliqué, qui rend encore plus compliqué son utilisation. D'où d'ailleurs le fait qu'après plus de 10 ans de préqualification par l'OMS, la réalité c'est qu'il n'est pas tellement utilisé, c'est moins qu'on puisse dire, dans les pays auxquels il était censé être destiné. Donc j'en sais rien, j'ai pas, puisque d'entre nous, moi j'ai envie de dire que le gouvernement italien, allemand se sont fait avoir, et puis c'est tout. Je ne sais pas très bien pour quelle raison effectivement, mais c'est peut-être ça l'hypothèse, je ne sais pas. Mais d'où effectivement, à mon avis, tout l'intérêt de s'associer dès le départ à l'élaboration de vaccins qui répondent aux spécificités des pays qui en ont besoin. Mais comment vous pouvez, parce que vous avez dit que donc, le prix de ce nouveau vaccin sera à portée de ces pays-là, mais comment finalement la négociation entre vous et les industriels sur place C'est un travail en commun. On sait par exemple que celui qui va produire le rotavirus est un grand fabricant indien qui fabrique déjà pratiquement tous les vaccins qui sont distribués dans les programmes élargis de vaccination par les pays. C'est celui où l'UNICEF achète. Leur modèle de développement et de fabrication n'est pas exactement similaire à d'autres compagnies. Mais j'imagine que leurs coûts de développement et de fabrication sont les mêmes.
Non, leurs coûts de développement et de fabrication ne sont pas les mêmes, puisqu'ils ne sont pas complètement dans le développement. Le vaccin ne marche pas exactement comme un médicament. Le développement, c'est encore une autre notion, mais leur investissement n'est pas exactement le même. Qu'effectivement, on va dire que ça ressemble plus à un génériqueur, si vous voulez, que réellement qu'à une compagnie, j'allais dire, telle que celle qu'on connaît et qui se font l'argent sur les quatre grandes compagnies que vous avez citées dans le livre, GSK, Ouais. Pfizer. Sauf que là, c'est le développement d'un nouveau vaccin. Donc, pour obtenir une préqualification, il faut faire quand même des essais sur un nombre. Oui, les essais ont important été de- menés effectivement en partenariat avec Epicentre et MSF, et le vaccin sera préqualifié à partir des essais qui ont eu lieu en Inde et qui ont lieu au Niger. Mhm. Non, c'est une des actions possibles. Il y a encore d'autres vaccins sur lesquels MSF pourrait être influent et qui pourraient être intéressants. On pense à un conjugué contre le pneumocoque, on pense à un vaccin contre tous les sérotypes du méningocoque. Lequel, pardon? Oui, le typhoïde. Il y a encore de l'espace pour travailler et pour MSF à être présent sur ces différents aspects. Je crois que on a montré que la palette de possibilités elle est pluridisciplinaire. Quelle est celle qui marche le mieux? Quelle est celle qui est la plus concrète, la plus efficace? L'histoire le dira. Mais en tout cas, pour nous, ça fait partie aussi de peser dans le débat public, a toujours fait partie. Ça a été vrai pour les médicaments, c'est aussi vrai pour les vaccins. Il faut que ça le soit aussi, ça l'est d'ailleurs pour les tests diagnostiques. Pour d'autres produits, les produits nutritionnels, peser en amont sur les spécifications et expliquer un peu quels sont les besoins des équipes qu'il y a sur le terrain, et pas seulement essayer de refabriquer, refaçonner. Ça, on le fait avec les Toyota, les adapter sur le terrain. Ça passe avec les vaccins, bon, avec les médicaments, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est là où aussi on peut être en amont. Alors comment Non, j'allais dire effectivement, comment les industriels historiques qui se partagent aujourd'hui encore le plus gros du marché des vaccins, comment ils réagissent à ces nouveaux partenariats que vous pouvez créer, vous, avec des industriels émergents Ouais, je pense que tant que le business ne sera pas touché concrètement, ce ne sera pas un gros problème pour eux. Je pense que Rotarix et Rotatech n'étaient pas très vendus dans les pays où on travaille. Quant au vaccin, parce qu'on parle du rotavirus, mais il y a un exemple alors qui, lui, aussi a été extrêmement parlant, qui a été le vaccin contre la méningite A. La méningite A qui était responsable d'épidémies, avec des dizaines, des milliers de cas, et MSF est souvent intervenu dans le Sahel. Au début des années 2000, un nouveau vaccin a été mis, un nouveau projet de vaccin conjugué a été mis sur la table. Les industriels classiques s'en sont désintéressés en disant ce modèle-là ne nous intéresse pas, nous on n'ira pas. Et il a fallu que ce soit à nouveau ce fabricant indien, avec l'argent de la fondation Gates, 70 millions d'euros lâchés comme ça, pour qu'au moins d'une dizaine d'années plus tard, le fameux Menafrivac, qui est produit aujourd'hui et qui vaccine, avec lequel les populations et les enfants de la ceinture sahélienne aujourd'hui sont vaccinés, ce vaccin soit développé. Donc voilà, alors on peut pas tout faire, on ne sera pas sur tous les coups et on devra choisir nos batailles, mais il y a certainement des moments où on peut peser parce qu'on est des praticiens et qu'on est confronté à ça quotidiennement, dans la réponse aux épidémies, mais aussi dans la vaccination courante tous les jours. C'est ça qu'on doit faire valoir, c'est les spécificités de notre métier et puis de son exercice auprès des populations. Si on fait juste la valise qu'on fabrique, la valise de médicaments qu'on fabrique en prenant ce que les Big Pharma nous donnent et qu'on arrive et qu'on se débrouille, bon, l'image elle est belle, mais l'efficacité elle est moins. C'est peut-être le moment de passer la parole à la salle. Alors, soit pour des réactions à ce qu'on vient d'entendre, notamment sur la participation de MSF à la conception de nouveaux produits, et puis de manière plus générale, de revenir un petit peu sur les thèmes qui ont été abordés ce soir. C'est sûr que c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut garder des messages globaux pour avoir... est-ce que l'impact d'un message global est plus efficace qu'un message qui rentre un peu plus dans la complexité? Mais je dirais que l'exemple cité par rapport à l'alcool pendant la grossesse, il a l'avantage de ne pas trop susciter de controverses. Je veux dire... alors que les vaccins, qui sont un geste invasif chez le nourrisson, on n'est quand même pas sur le même ordre d'actes, de messages. Ensuite, que Santé publique France reste, je veux dire, dans ses campagnes
très global, peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas vraiment le choix. Moi aussi, je leur souhaite bon courage pour faire autrement. Mais peut-être que la solution, c'est par d'autres mécanismes. Je vois par exemple en Allemagne, j'ai compris qu'il y avait des consultations à la maternité, des personnes qui viennent expliquer justement le principe des différents vaccins, l'intérêt des différents vaccins. Peut-être qu'une consultation dédiée à la vaccination, ça pourrait être aussi une option. Alors je pense que les médecins devraient être bien placés pour le faire, mais avec une consultation qui dure 15 minutes, c'est pas possible. Et j'ai bien l'impression qu'ils en ont un peu marre des questions sur les vaccins. Mais voilà, à mon avis, c'est une question... je sais qu'il y a des études de psychologie qui essayent de comparer en fait l'efficacité des messages globaux, donc nécessairement un peu simplifiés, à des explications plus complexes, et les résultats ne sont pas toujours évidents, ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre. Pour la deuxième partie, je laisse... Non, moi, je ne peux pas répondre exactement pourquoi ce vaccin à ce prix-là. Je peux dire deux choses. D'abord, peut-être, j'espère que dans un autre livre, on abordera la question de comment est fixé le prix des vaccins en France. Je pense que c'est vraiment un point qui mérite d'être creusé. Je pense que c'est très difficile et assez opaque. Mais en tout cas, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. Après, j'imagine que le prix élevé, enfin en tout cas, l'argument vous le connaissez, hein, c'est de dire que les coûts de développement sont énormes. Or, j'allais dire manque de bol, là pour le coup des vaccins contre le rotavirus de GSK et Pfizer a été travaillé et semble bien inférieur. Vous citez des chiffres de 130 à 500, enfin des estimations de 130 à 500 millions d'euros de développement contre des chiffres affichés par les fabricants qui en général sont bien supérieurs. Ça a été d'ailleurs une des découvertes qu'on a eues un peu au début de DNDi, enfin de la campagne d'accès aux médicaments essentiels et de DNDi, c'est de rentrer un peu dans le modèle de développement des médicaments et se rendre compte que les chiffres qu'on nous avançait et qui justement justifiaient des prix élevés étaient finalement pas toujours exactement ceux qui étaient réels. Bon, après, moi, il faut rentrer dans le détail, je n'ai pas tous ces détails, mais ce qui est vrai, c'est que les chiffres de recherche et de développement dans l'industrie pharmaceutique, ça reste des secrets bien gardés. Il y a des idées de pourcentage, mais pour savoir ce qu'il en est précisément, je ne sais pas. Donc expliquer concrètement celui-là, je ne peux pas vous le dire. Après, c'est sûr que ça passe par le génie génétique, donc c'est un vaccin qui est fabriqué par génie génétique, bon, comme hépatite B, mais souvent c'est aussi une des raisons invoquées pour expliquer un prix plus élevé que d'autres modes de fabrication. Oui, bon, je voudrais justement rajouter quelque chose sur cette question-là. Vous avez fait allusion à cette modalité particulière de fixation du prix qui est ce que l'on est prêt à payer et non pas ce que coûte le produit fabriqué. C'est quand même le seul produit au monde, les produits de santé, disons en général, sont les seuls produits au monde dont le prix est indépendant du coût de fabrication. C'est quand même quelque chose d'assez fou, et c'est à rapprocher du fait que les industries pharmaceutiques sont les plus rentables avec l'armement, la banque et le pétrole. Grosso modo, le pétrole peut-être moins maintenant, mais en tout cas l'armement et la banque. Et tout ça se fait dans une opacité totale qui n'est pas simplement le fait de notre méconnaissance, de notre difficulté d'accéder, mais du fait que cette opacité est organisée. Elle est voulue. Je ne veux pas faire mon gauchiste de salon, mais la puissance des lobbies pharmaceutiques est quand même incommensurable avec d'autres. Ce sont eux qui déploient les plus grandes armées de sociétés de lobbying au monde, à Bruxelles et dans tous les endroits où se prennent des décisions législatives ou réglementaires qui les concernent. Ils y consacrent un budget absolument énorme. C'est plusieurs milliers de personnes qui travaillent à plein temps, rien qu'à Bruxelles, sur cette question-là. C'est à rapprocher de ce que vous avez dit de manière, je trouve, trop allusive concernant la grippe H1N1 de 2009. Je rappelle à ceux qui, à ceux qui ne le savent pas que une enquête extrêmement approfondie par le British Medical Journal, qui a mis 3 journalistes à plein temps pendant plusieurs mois sur cette question, a mis en évidence qu'à tous les étages, sans aucune exception, les commissions d'experts, les lieux de décision étaient infiltrés, je dirais, par les labos. Et qu'aucune décision prise à ce moment-là n'a été à l'encontre de la volonté
des labos. Et c'est à rapprocher d'un autre sujet de préoccupation. Et là, je pense à un article plus ancien, paru quand même dans une grande revue également, dans PLOS Médecine, mais celui-ci date de, je crois, 1 an ou 2 avant, je ne me souviens plus de la date. Article dans lequel il est démontré, un article qui s'appelle The Ghostwriters, hein, les nègres de l'industrie pharmaceutique. Et cet article raconte, explique la manière dont désormais les essais cliniques sont organisés avec un contrôle absolu, et ça depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est un phénomène nouveau qui marche avec la financiarisation de l'industrie, bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais qui montre que depuis la conception jusqu'à la publication finale dans les revues à comité de lecture, donc les peer-reviewed, le producteur du médicament a tout le contrôle sur à la fois l'essai, son interprétation, sa discussion, sa publication, y compris donc avec les sociétés de rédacteurs scientifiques qui fabriquent l'article et lequel article est ensuite généralement donné à des professeurs de médecine. L'article est donné avec 10 000, 20 000 pages d'essais, donc absolument inabordables par eux. Autrement dit, même si on peut quand même considérer qu'un grand nombre de médicaments qui ont été mis sur le marché sont corrects, enfin qu'ils ne sont pas en eux-mêmes des produits de triche, la conséquence qu'on peut en tirer, c'est que, étant juge et partie, les labos nous imposent une vérité à laquelle on est obligé de croire, et ce qui me concerne, moi, je n'ai plus confiance dans les médicaments récents avant que l'épreuve de la pharmacovigilance ait été passée, donc avant que le temps se soit écoulé. Mais vous avez confiance dans les médicaments anciens? J'ai plus confiance, en effet, dans les médicaments plus anciens. Sachant que même la pharmacovigilance est en train de passer entre les mains des labos, puisque des règlements récents, enfin je ne sais pas s'ils sont toujours en vigueur, mais des règlements récents de l'Union européenne ont déterminé que c'était finalement les producteurs qui étaient les mieux placés pour prendre en compte les incidents thérapeutiques et donc organiser à l'échelon européen la pharmacovigilance. Donc je pense qu'on a un véritable problème avec la toute-puissance de l'industrie pharmaceutique, qui est un phénomène relativement nouveau, qui n'a pas toujours existé. Et puis, je rajoute un point pour mettre un peu plus encore d'embrouille dans notre discussion, si j'ose dire, la question du débat, de la vérité, de la transparence. Moi, je souscris entièrement à ce que vous avez dit, hein, je ne mets pas du tout ça en cause, mais je veux simplement indiquer par un éclairage particulier la limite de ce qu'on peut produire, de ce que la connaissance, disons, permet, la connaissance rationnelle. Nos comportements sont loin de répondre à une rationalité constante, y compris nos comportements de santé. Si on en juge, par exemple, par les comportements de santé des professions les mieux informées, médecins et soignants en général, qui ne se comportent pas mieux, ni du point de vue de la vaccination, ni du point de vue de l'hygiène de vie en général, que le reste de la population. Donc, savoir ce qui est bon pour la santé, c'est une chose. Faire ce qui est bon pour la santé en est une autre. Et on ne parviendra jamais à faire se recouvrir les deux choses. Donc, pour moi, la vérité vaut en elle-même. Et par exemple, moi, j'ai lu votre livre, je l'ai trouvé remarquable, et vous évitez les écueils des anti-vaccins comme des grands prêtres de la vaccination. Ce n'est pas un dogme, ce sont des réalités physiologiques, pratiques, sociales importantes à connaître. Mais je ne crois pas qu'on puisse attendre des lumières, disons, c'est-à-dire de la connaissance et de la raison, le résultat magnifique qu'on peut tous, disons, plus ou moins espérer. Après tout, c'est ce qui fait aussi le sel de la vie, de ne pas être entièrement prisonnier de la raison. Merci Ronny. Donc un petit mot d'Emmanuel et après je passerai la parole à Maurice et puis après Marc. Très court sur 2 points. D'abord sur l'indépendance des essais, puisqu'on disait tout à l'heure et on voulait citer les situations dans lesquelles MSF pouvait jouer un rôle, c'est effectivement souligner quand même que pour ce qui est du développement du vaccin sur rotavirus, l'un des points marquants, c'est un essai indépendant. Hein. C'est pas quelque chose qui effectivement est très fréquent dans le développement d'un nouveau produit. Mais cet essai de phase 3 a été un essai mené de façon totalement indépendante à plusieurs points, et notamment dans le recueil de l'information, l'analyse. Enfin, à aucun moment, le fabricant n'a eu accès à quoi que ce soit des données qui ont été celles de l'essai. Le deuxième point
c'est celui effectivement qu'on y dit sur au fond le fait que même si on imposait la vaccination, et même, enfin, tout à chacun ne va pas suivre de façon absolument... Enfin, la prise de risque individuelle, elle existe. Il y a des ressorts individuels, il y a des ressorts collectifs, mais aussi individuels pour la prise de risque. Et on pourrait considérer qu'effectivement, ne pas se vacciner est un risque assumé, que certains veulent bien prendre. Et dans ce cas-là, je suis assez d'accord pour dire qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que la population, que ce soit française ou malienne ou je ne sais où, suive les recommandations comme une armée en ordre. Et là, je voulais signaler un point de vue, plus exactement, que je rapporte, qui est celui du président du conseil d'administration d'Epicentre, Pierre Lombraille, avec qui j'ai pu discuter, qui n'est pas là avec nous ce soir. Mais Pierre Lombraille, en dehors d'être président du CA d'Epicentre, a été aussi, jusqu'à il y a peu, président de la Société française de santé publique, qui est l'une des institutions en France qui s'est opposée à la vaccination obligatoire. Pas à la vaccination, bien entendu, absolument pas, mais à la vaccination obligatoire. À l'extension, exactement, pour être plus précis, à l'extension à 10 vaccins de l'obligation vaccinale. Et l'un des arguments, c'est de dire qu'au fond, entre contraindre et convaincre, ils préfèrent convaincre, mais qu'en France, on n'a en tout cas pas tout essayé, très loin de là, sur la façon d'essayer de convaincre les gens. C'est pas juste de dire on a convaincu, ça va marcher, c'est qu'au contraire, ça l'avait pas été. Et j'y ai pensé tout à l'heure en écoutant Claire qui nous racontait comment c'était passé en Nouvelle-Zélande, et pour arriver finalement sans obligation à des taux très élevés de couverture vaccinale, avec au-delà de la vaccination beaucoup d'autres aspects de santé publique qu'elle décrivait, qu'elle pourrait décrire. Je me dis qu'il y avait aussi de l'espace donc pour autre chose que pour la contrainte. Et d'ailleurs, par rapport à cette idée de l'obligation, moi je me suis rendu compte que quand les premiers vaccins sont arrivés, c'était même encore, on était sur la variolisation, ou déjà la première vaccination. Enfin, en tout cas, en France, on a eu cette position de refuser de rendre obligatoire ce nouvel outil de prévention, contrairement à d'autres pays, et en mettant en avant le principe de convaincre par la rigueur des preuves et la précision du discours plutôt que par la contrainte. En fait, l'obligation en France est venue bien après les autres pays, en 1902. Donc on a eu... Voilà, je voulais juste souligner ce décalage historique par rapport à d'autres pays. Donc c'est assez drôle de constater qu'aujourd'hui, on est finalement parmi les derniers pays à garder ces obligations, alors qu'on a été aussi l'un des derniers à le mettre en place. Un petit mot très court de Ronnie avant... Oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est ce que vous venez de dire qui m'est fait penser. L'Agrippa de 2009 a joué quand même, plutôt la réaction politique au risque épidémique à l'époque, a joué sans doute, en tout cas on le lit partout et ça me semble assez crédible, un grand rôle dans la méfiance accrue des Français vis-à-vis à la fois du discours de santé publique des autorités et des labos. Et chose que j'ai apprise en vous lisant, je n'y avais jamais pensé, outre le fait qu'on a présenté la vaccination contre la grippe comme un geste citoyen, un geste de solidarité, enfin, c'était vraiment le geste de responsabilité collective par excellence qui était prescrit. Donc, à ce moment-là, la rigueur de l'argumentation, vous la démontez vraiment très bien dans votre livre, en montrant qu'on a voulu se focaliser sur les gens de plus de 60-65 ans, enfin, disons, les vieux. Ah, pour la grippe saisonnière. Pour la grippe saisonnière, oui, pour la... Qu'est-ce que j'ai dit, pardon ? La grippe H1N1. D'accord. Oui, mais enfin, à l'époque, c'était aussi le cas. C'était quand même aussi... la grippe H1N1, c'était pour tout le monde. Hein, oui, pas, d'accord, mais c'était... non, pardon, effectivement. C'était... je mélange deux choses, là, vous avez tout à fait raison. On présente le geste citoyen qui doit être accompli comme une vaccination, donc, alors même que ce sont les enfants qui sont les moins menacés, mais qu'il faudrait le plus vacciner pour enrayer l'épidémie. Donc, même dans un discours, disons, de routine qui concerne une maladie saisonnière, donc récurrente, on utilise des arguments qui se font démonter dès le premier examen.
ça montre à quel point on minorise, enfin on a une attitude condescendante et d'infantilisation finalement du grand public. Et là, je me tourne vers notre Khmer Rouge national en matière de santé publique. Alors peut-être juste pour donner plus d'explications, effectivement, j'ai un intertitre où j'interroge si la vaccination est machiste, parce que j'avais le sentiment, en interrogeant différents médecins et en analysant différents articles, que la vaccination contre les oreillons, qui est quand même une des maladies les plus bénignes contre laquelle on vaccine, disons l'intérêt... Un des intérêts sans cesse mis en avant, c'est de protéger les garçons post-pubères d'inflammations très douloureuses, avec l'idée d'une possible, mais pas systématique, diminution de la fertilité chez l'homme. Et en revanche, on considère logique de vacciner l'ensemble de la population pour finalement diminuer de manière globale la circulation du virus parmi nous. Et je constatais que pour la vaccination HPV, qui effectivement, jusqu'à aujourd'hui, même si certaines publications semblent montrer que les garçons pourraient être aussi concernés, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est de protéger les femmes contre ces infections qui peuvent éventuellement mener au bout de plusieurs années à des cancers de l'utérus. Et bien là, la politique était de vacciner uniquement donc les femmes, alors que c'est vrai que si on vaccinait l'ensemble de la population, hommes compris, on pourrait participer à diminuer la circulation de ces virus parmi la population. J'allais précisément y venir, parce que c'est aussi l'autre point de désaccord, car les tenants de la vaccination HPV préconisent la vaccination des jeunes hommes. En particulier, un des plus grands lobbyistes, c'est le professeur Bruto, qui est un professeur italien, qui depuis 20 ans, enfin 10 ans plutôt, pense qu'il faut vacciner les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cancers du gland, et vous le dites dans l'annexe d'ailleurs, donc vous êtes un petit peu en contradiction là-dessus. Non, Et pas seulement, ce sont des nouveaux arguments. Pas seulement, il y a les cancers du canal anal, et puis surtout l'augmentation des cancers ORL chez les non-alcoolotabagiques, et qui sont imputables au HPV, de manière certaine aujourd'hui. Par conséquent, la recommandation, c'est effectivement de vacciner aussi les jeunes hommes à l'égard du HPV. Voilà, mais alors, du coup, c'est pas incohérent, parce que maintenant, on va passer à la recommandation de cette vaccination chez les jeunes hommes, parce que ça peut les protéger eux-mêmes. Ce que je disais, c'est qu'on ne le faisait pas jusqu'à présent uniquement pour diminuer la circulation du virus entre nous et pour protéger indirectement les femmes, alors que peut-être c'est ce qu'on nous demandait, nous, sur les oreillons. C'est votre appréciation, c'est pas celle de ceux qui lobbyent pour, mais pour autant, il y a un coût, et le coût fait qu'ils ont décidé de protéger les jeunes filles. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que les médecins et les pédiatres sont de votre avis qu'on ne peut pas faire confiance aux parents, et donc partent du principe que de toute façon, ça ne sert à rien de perdre son temps à aller dans les détails. Et j'ai aussi ce sentiment qu'il y a chez eux une forme de discours simplifié qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, et il y a un refus aussi de considérer comme légitimes les questions de parents. Moi, j'ai eu beaucoup de retours en fait de parents qui finalement presque rentrent en résistance contre les vaccins suite aux réactions des médecins à qui ils posaient des questions. Et là, je me dis que du coup, on a un souci, parce que ce refus d'entrer dans le dialogue, finalement, est aussi le terreau d'une défiance. Peut-être une dernière question, en tout cas une question de Mathilde. C'est plus une remarque aussi par rapport à ce que vous disiez sur la façon d'organiser les soins, peut-être, qui pourrait favoriser à la fois la discussion, l'information, et puis du coup la vaccination au final. Quand on travaille sur le terrain, sur des campagnes de vaccination ou autres, ou quand on s'occupe des consultations dans les centres de soins primaires avec un poste de vaccination, on parle toujours d'éviter les occasions manquées. Et en fait, je pense que c'est un des gros problèmes sur la médecine en France, où ça repose beaucoup sur la consultation libérale, donc individuelle, et pas sur
des centres de santé qui pourraient être équipés différemment. À part les PMI, il n'y a pas d'endroit où on peut aller prendre le temps d'avoir l'information et d'avoir éventuellement immédiatement l'offre vaccinale. Ce qu'on a sur les centres de consultation dans les pays où on travaille, quand il y a une famille qui vient et qui fait la démarche de soins et qui peut avoir en même temps le petit qu'elle amène pour vacciner pour la rougeole, en même temps que la consultation pour l'autre, etc., on arrive à les convaincre. Et autour de ces centres de vaccination, il y a aussi l'information qui est passée. On a les community health workers, on a tout un tas de gens qui expliquent. En France, quand tu vas faire une consultation avec un enfant et qu'il faut prescrire le vaccin, que ça va entraîner la visite à la pharmacie, une deuxième visite qui parfois est refacturée par le médecin uniquement pour vacciner, normalement on ne devrait pas compter un C s'il n'y a pas de consulte et qu'on vient juste faire la vaccination. Donc il y a tout ce surcoût, je pense, sur la médecine en France, qui a un coût déjà pour la sécurité sociale quand il y a 2 C de facturer au lieu d'un. Et cette démarche de la famille de revenir plusieurs fois. Alors que quand on est en consultation et qu'on discute, on arrive à convaincre la personne. Si j'ai les vaccins derrière dans un petit frigo, je suis sûre que la plupart des cas, les gens vont le faire dans la foulée. Et entre-temps, ils repartent, ils entendent tout un tas de trucs, ils discutent avec la voisine, avec n'importe qui, et derrière, ils ne reviennent pas forcément avec le vaccin, ils ne sont pas allés le chercher. Et je pense que c'est aussi des histoires d'organisation de soins qu'il faudrait revoir en France, quoi. Mais bon, ça, c'est vrai que ça faisait partie des points intéressants sortis de cette concertation citoyenne sur la vaccination. Ils avaient quand même quelques propositions très intéressantes pour simplifier le parcours vaccinal en France. Et puis aussi des pistes pour améliorer la formation des médecins sur, pas forcément l'amélioration des connaissances sur les vaccins, mais d'avoir une formation aussi sur comment en parler. Donc il y avait quand même des pistes intéressantes dans cette concertation. Est-ce qu'il y a des questions? Si moi j'en ai une, qui s'adresse en particulier, mais pas exclusivement aux participants du REPEPI, du coup, qui sont amenés à mettre en place, à négocier les vaccinations dans les missions MSF, à la fois des vaccinations de routine et les campagnes de masse. Et donc je voulais avoir, si possible, le point de vue de l'un ou de l'une d'entre vous sur cette question de la réaction des personnes individuellement à l'administration des vaccins que vous menez. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire? Petit retour d'expérience sur cette question de consentement, justement, et de discussion avec, si ce n'est les représentants des personnes. Oui, Marc, ça fait combien de temps que tu n'as pas vacciné en PEV? Ça fait longtemps, mais je voudrais faire part d'une expérience qui était assez vieille et qui était au niveau du Malawi, et dans laquelle on recevait énormément de réfugiés mozambicains, et les camps étaient régulièrement traversés par des épidémies de rougeole qui étaient particulièrement meurtrières. Et à un moment donné, l'équipe, qui était assez dégoûtée quand même d'avoir autant de cas de rougeole, etc., avait imposé, en accord avec le HCR, une vaccination obligatoire à l'arrivée des réfugiés. Le deal était simple, soit les enfants étaient vaccinés et ils avaient droit à un plot pour installer leur abri, à des distributions de nourriture, soit les enfants n'étaient pas vaccinés, et à ce moment-là, les familles restaient en dehors du camp et avaient droit à rien. C'était une obligation assez forte. Et on en a beaucoup discuté. Parce que c'est vrai que la réaction première est évidemment de dire non, c'est pas possible un truc comme ça. Et en même temps, c'est vrai que le regard des équipes sur le nombre d'enfants qui mouraient c'était quand même quelque chose de très difficile. Et à ce moment-là, après quand même avoir mûri un certain nombre d'arguments ici, on a rediscuté avec les équipes et on a complètement changé notre manière de procéder à l'arrivée des réfugiés, où l'on a expliqué, on a essayé justement de convaincre l'ensemble des parents que pourquoi nous on faisait la vaccination et en quoi on jugeait que c'était important. Et au final,
au final, on est arrivé à un résultat extrêmement satisfaisant par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça avait demandé un certain nombre de moyens. Finalement, la solution la plus simple avait paru être celle de l'obligation. La plus rentable a été celle de la conviction. Et je pense que ça a été assez couronné de succès. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Florence. Pour parler des campagnes, alors il y a deux choses. Il y a d'abord les campagnes. Je pense que quand il y a des campagnes en réaction à une épidémie, il y a beaucoup de cas. Et c'est, je dirais, en tout cas de mon expérience il y a un certain temps, le moment où on fait la meilleure information des gens. Et on ne fait pas du porte-à-porte. Hein. Les gens viennent ou ne viennent pas. Et de mon expérience, on n'a pas été chercher les gens et on les a forcés. Voilà. Donc c'est le moment où les gens, je dirais, sont le plus motivés parce qu'il y a beaucoup de cas et ils veulent se protéger. Hein. C'est même difficile de gérer la foule quelquefois, tellement les gens veulent se faire vacciner. Et voilà. Et c'est là où on est, je pense, les meilleurs. Hein. Je ne vais pas dire qu'on est bon, mais en tout cas en termes d'information. Après, il y a la vaccination de routine. Alors la vaccination de routine, très souvent, en tout cas l'impression que j'ai à distance, c'est que on laisse l'information entre les mains des autorités nationales et toutes ces choses-là, et on dit c'est fait, c'est pas fait. En tout cas, moi, au cours de mes visites, force était de constater qu'on ne s'en occupait pas, qu'on vaccinait les gens sans les informer une bonne partie du temps, hein, et que les effets secondaires n'étaient pas abordés. Alors, c'est facile, hein, on peut jeter la pierre aux gens sur le terrain, c'est très compliqué à mettre en place, et il faut y réfléchir. Hein. D'un autre côté, on ne peut pas demander au personnel dans les structures de santé aussi qu'est-ce qu'on va aller imaginer. Hein. C'est des gens qui font des consultations des enfants, de la vaccination, etc., etc. Donc je pense que le système et l'intégration est une façon intéressante de pouvoir mieux informer les gens. Mais je pense que dans tout ce qui est activité de routine, on n'est pas très bon pour informer les gens, quoi, hein. Et parfois même, je pense qu'on vaccine des gens, et moi je l'ai vu, sans leur dire quel vaccin on leur faisait, quoi, hein. Donc bon, je pense qu'il y a des choses à faire évoluer quand on s'implique dans ce type d'activité. Merci beaucoup. Bon, dernier commentaire, une dernière question? Non? Très Emmanuel, court, en forme de conclusion, ce qui pour une fois m'épargnera cette tâche Alors difficile. moi, ça va être très rapide. Et c'est pour dire qu'effectivement, on a mis en évidence quand même le défaut peut-être d'explication, la difficulté à comprendre tous ces enjeux. Et que si on peut reprocher peut-être aux politiques, aux médecins de ne pas avoir fait leur boulot, je pense qu'il y a des journalistes qui ont fait leur boulot et Lise en fait partie. Donc moi, je voudrais dire que si on veut s'informer et comprendre... à mon avis, ça vaut franchement le coup de lire le livre. Et alors, je suis soutenu par Ronnie et par Maurice. Donc, alors là, essayez d'en faire autant. Donc, effectivement, moi, je recommande vraiment la lecture du bouquin. Et je dirais même que vous allez sans doute bientôt faire des cadeaux autour de vous. Pensez à celui-là. Voilà. Bon, voilà, je peux rien ajouter de plus, si ce n'est... Merci beaucoup à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux de tout un tas d'horizons différents, donc c'était super, merci. Et pour juste prolonger la conclusion filante de Emmanuel, vous répétez qu'on va mettre une table là à côté des bières et des chips pour éventuellement faire l'acquisition de ce livre. Bonne soirée à tous, merci, et à l'année prochaine pour les conférences du Crash. Merci beaucoup.